Donc, sans plus tarder, je vous présente Jean-François Lévesque, sémencier et cofondateur des Jardins de l'Écumène. Il nous présente son webinaire intitulé Biochar, les chaînons manquants des sols vivants. Merci beaucoup de l'invitation à ce webinaire. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de partager mes connaissances, ma passion et de vous amener en fait les gens qui participaient dans le monde agricole, horticole, la phytoprotection, l'aménagement en fait du territoire, à avoir une nouvelle perspective en fait de solutions parce que nous, on est dans les solutions. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le biochar et la trame brune. Donc, il y aura 4 segments pour le webinaire. Donc, un premier concernant les enjeux, quelques notions de base, en fait, qui est toujours pertinent pour qu'on puisse se mettre dans l'esprit, en fait, d'une approche plutôt holistique. Alors, on va parler également de biochar et de pyrolyse. On va aborder la santé globale des sols et on va terminer en vous parlant un peu de la trame brune et de l'EDAFON. On peut peut-être peser un petit coup sur le piton, exact. Alors, il y a une petite bande grise qui vient d'apparaître. J'aime bien, en fait, expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel on présente le webinaire. Alors, j'ai mon expérience personnelle dans la mise en place ou l'inspiration de la permaculture m'a amené à avoir une vision plus globale, donc plus holistique. On parle d'une approche systémique. Alors, la présentation va aussi s'inspirer de cette approche systémique-là. Donc, il y aura des notions de science, des notions de design et de biophilie. Donc, soyez pas étonnés si par moment, on parle un peu plus avec notre cœur qu'avec d'un point de vue plus cérébral, si vous préférez. Alors, donc, ça va être un peu le programme de la journée. Alors, on va y aller pour les enjeux et quelques notions de base. Alors, si on peut passer à la diapo suivante. Un autre petit clic, exactement. Merci beaucoup. Alors, pour moi, en fait, l'enjeu principal, le point de départ de tout, c'est la biodiversité. Donc, en 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité et ça m'a permis, en fait, de mieux comprendre ces enjeux-là. Aujourd'hui, on peut ajouter, bon, biodiversité, les sols en péril. On a vraiment une urgence de considérer, en fait, les écosystèmes comme étant la structure de base de la biosphère et ces enjeux. On peut en relever quelques-uns. On parle des sols qui sont dégradés à l'échelle mondiale. On parle également d'écosystèmes comme tels en péril. Les experts estiment que 75% des milieux terrestres, 40% des écosystèmes marins ont une dégradation sévère. Et puis là, ben, écoutez, on résume aussi à propos des espèces, les risques d'extinction actuellement qui pèsent sur le péril de cette biodiversité globale. Alors, pourquoi que c'est crucial et important le concept de la biodiversité? Ben, lié au sol, bien sûr. Donc, la santé des sols, c'est intrinsèquement lié, en fait, à la survie et au bien-être de toute forme de vie sur Terre. J'aime bien aussi ajouter que les sols en soi, c'est le salut de l'humanité, ni plus ni moins. Donc, cette mince couche qui nous permet en fait de produire nos aliments pour se nourrir. Donc, c'est vraiment essentiel de la protéger. Alors, un petit rappel des concepts de biodiversité, ben, on parle de la diversité génétique, la diversité des espèces et des écosystèmes, bien sûr. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Ce qui nous intéresse particulièrement en termes de notion de base, c'est le fonctionnement de l'écosystème sol. Alors, ce que je vous invite à faire pour des gens qui sont moins familiers avec le sol, ou des fois ça reste un peu nébuleux parce qu'on a
peu accès, en fait, concrètement à voir, à percevoir, en fait, ce qui se déroule sur nos sols. Donc, j'invite les gens à s'imaginer que le sol, c'est une forêt souterraine, qu'il y a une communauté vivante qui est dynamique, qui est en interaction, puis que c'est pas simplement, en fait, du sol, c'est pas simplement de la matière physique, mais que c'est un écosystème complexe qui foisonne de vie. Alors, dans cette forêt dissimulée, la biodiversité, elle agit en fait comme un chef d'orchestre pour une symphonie de vie. C'est important d'en prendre soin de ce monde-là qui est dissimulé parce qu'il contribue en fait à la régulation du fonctionnement des écosystèmes qui est une composante importante de la matière organique, la purification de l'eau puis le contrôle des maladies. Donc, oui, effectivement, c'est la décomposition de la matière organique. Alors, si on fait référence au schéma, on voit que la source d'énergie, en fait, qui fait fonctionner tout ce moteur vivant-là, ben, c'est la photosynthèse qui permet, en fait, de générer l'énergie de base, donc les hydrates de carbone, donc des sucres simples qui se déplace, si vous voulez, d'un biotope à un autre par l'entremise des micro-organismes, des macro-organismes qui contribuent aussi à la minéralisation de l'ensemble de cette énergie-là. Et puis, bon, tout ça, ça se transforme en fait par des processus biochimiques. Alors, pour obtenir un sol, puis on peut passer à la diapo suivante. Un autre petit coup sur le piton. Il faudrait passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Exact. Donc, une dernière notion de base, en fait, pour vraiment être au cœur de cette présentation-là, ben, c'est ni plus ni moins la composition, en fait, d'un sol. Alors, un sol, c'est quoi? Ben, c'est une mince couche, en fait, on dit c'est la couche superficielle de la Terre, qui est composée, en fait, de matière organique, d'eau, d'air, de micro-organismes qui sont essentiels, en fait, à la vie terrestre telle qu'on la connaît. L'équilibre entre les phases solides, liquides et gazeuses dans les sols est primordial pour assumer son bon fonctionnement. Des fois, j'aime bien utiliser une métaphore qui nous permet de réaliser à quel point cette couche, on dit superficielle, mais finalement qui est une micro-couche. Si on avait la possibilité d'être sur la Lune puis qu'on observait la Terre, bien, on aurait l'impression, en fait, que cette couche-là est l'ordre de quelques microns. Mais à notre échelle, à nous, bon, on parle d'une soixantaine de centimètres d'épaisseur qui est vraiment au cœur de tout le fonctionnement de la biosphère. Ce qui est important de retenir par rapport à cette composition-là, c'est qu'on a une matière solide qui correspond aux matières minérales et organiques. On a une matière gazeuse et on a aussi une portion liquide. Alors, je vous invite à retenir ça parce que on va parler du biochar, bien sûr, puis vous allez voir, il y a une espèce de analogie entre justement ces trois fractions-là, entre le solide, le liquide et le gazeux. Et puis, donc, on y va pour, c'est quoi, en fait, du biochar? Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, les gens qui connaissent déjà le biochar, c'est parfait. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le biochar, ben, si vous devez retenir en fait trois choses essentielles, donc pour moi les deux plus importantes concernant le biochar, ben, c'est que c'est un produit qui est composé principalement de 80% de carbone et on rajoute stable. C'est ça qui est une des caractéristiques fondamentales du biochar. Et l'autre caractéristique, c'est que c'est une structure qu'on qualifie de
ultra poreuse. Donc, ce sont les deux caractéristiques principales à retenir de c'est quoi du biochar. Et on peut aussi ajouter à cette stabilité-là, ou on peut définir davantage cette stabilité-là au fait que c'est un matériau qui va être présent dans les sols pendant des siècles. Donc, ce qui en fait vraiment un matériau unique en soi. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, le biochar, concrètement, il y a un petit délai, effectivement, entre le moment où on passe à la suivante, mais bon, on va vivre avec ce délai. Alors, le biochar, également connu sous le nom de charbon végétal, c'est un précieux amendement organique pour des sols provenant de la pyrolyse de biomasse forestière. C'est une substance noire qui est poreuse, qui est particulièrement prisée en horticulture et en agriculture. Donc, ce sont effectivement des particules que j'affectionne beaucoup pour l'usage horticole. On l'intègre dans nos jardins et dans nos terreaux également. Donc, c'est vraiment un produit fantastique. On y attribue aussi un autre usage. On dit que c'est également utilisé contre le réchauffement climatique. Donc, parce que c'est vu comme une solution pour la séquestration à long terme du carbone atmosphérique dans les sols. Donc, le biochar comme tel, si on résume, c'est tout simplement de la biomasse forestière, donc une matière organique qui a été transformée par un processus qu'on appelle la pyrolysation. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la pyrolysation, bien sûr. J'aimerais, par contre, vous dire d'emblée, parce que lorsqu'on parle de biochar, surtout pour un usage horticole et agricole, des gens, des fois, ils s'imaginent que le biochar peut être considéré comme un nutriment, ce qui n'est pas le cas. Donc, le biochar ne contribue pas directement à la nutrition des plantes. Donc, ça, il faut d'emblée exclure cette possibilité-là. Ce qui va faire la différence, parce que des fois, les gens, ils disent ouais, mais biochar, charbon végétal, ça ne ressemble pas un peu à du charbon de bois qu'on utilise pour la cuisson. Bien sûr, effectivement, ce sont deux produits qui sont très, très, très similaires dans certains cas. La différence importante entre les deux, c'est plutôt ça concerne plutôt son usage. Donc, si on utilise ce charbon végétal-là comme énergie, comme combustible, bien à ce moment-là, on se retrouve à libérer le carbone, donc le CO2, dans l'atmosphère, contrairement à si on en fait un usage agricole et qu'on l'enfouit dans les sols, là, on vient de faire une séquestration du carbone sur du très long terme. Donc, c'est au niveau de l'impact environnemental qu'on peut faire la distinction entre les deux usages qu'on peut en faire, soit qu'on libère ou on séquestre selon cet usage-là. Alors, c'est comme ça qu'on présente le biochar. Je vais vous parler un peu, en fait, de son origine parce qu'on peut passer à la diapo suivante. Parce que ça, c'est un des éléments, en fait, qui m'a fasciné dès le départ lorsque je me suis mis à m'intéresser au biochar. C'est son origine. On va retourner, on va attendre la prochaine diapo. Prendre une petite gorgée. La suivante. Merci beaucoup. Par contre, avant de vous parler de son origine, on va vous expliquer plus en détail comment est composée en fait cette structure-là. On a dit que c'était 80% de carbone, on va parler que c'était aussi ultra poreux. Alors voici, si cette diapo-là ne vous convainc pas en fait de
du bienfait que cette particule a dans les sols, ben, je pense que vous n'êtes pas un adepte du biochar parce que lorsqu'on observe cette photo-là, ah, on est trop loin, on vient sur l'autre, s'il vous plaît, merci. Alors, il faut considérer pour l'usage agricole le biochar sur différents aspects, l'aspect physique, l'aspect chimique et l'aspect biologique. Donc, pour l'aspect physique, on peut la considérer comme un refuge, en fait, pour les micro-organismes qui vivent dans les sols. Alors, j'aimerais porter votre attention. On voit sur l'image, la photo de gauche, une particule de biochar, en fait, qui a été grossie 20 fois. Alors, ce qui étonne, c'est que ça ressemble, en fait, un peu à un nucléi d'abeille. Donc, on voit qu'il y a plein de petites alvéoles. Et à l'œil nu, on a l'impression, en fait, que c'est tout du solide. Donc, il n'y a pas d'incertitude, rien. Alors, à grossir 20 fois, on s'imagine que ce sont des parois pleines. Si on fait 200 fois, on grossit 200 fois, ben on se rend compte que c'est cette structure-là qui compose comme ce qui ressemble à des alvéoles, bien, on se rend compte qu'elles sont également, eux autres, perforées. Donc, c'est pour ça que je dis c'est ultra poreux. Et on peut même s'imaginer que si on grossissait, par exemple, un 1000 fois, ben, toutes les structures, en fait, qui sont composées de parois qui donnent l'impression d'être solides, mais encore une fois, sont également composées de micropores. Donc, on peut aller comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point je n'ai pas fait moi-même l'exercice, mais arrêtons-nous en fait au refuge pour les micro-organismes. Les microbiologistes prétendent que dans une cuillère à thé de sol, on peut retrouver jusqu'à 1 milliard en fait de bactéries, ce qui nous semble des fois un peu quelque chose de presque impossible. Mais lorsqu'on regarde une structure de biochar grossie 200 fois, on se dit, ben ouais, OK, on comprend mieux le rôle justement de refuge parce que les bactéries, ce sont des organismes qui sont très, 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 très petits. Mais à cette échelle-là, ça devient pour eux vraiment un lieu de protection, un refuge, un lieu de reproduction ou de transformation. Donc, mais on y reviendra sur le rôle et les fonctions des bactéries. Donc, c'est vraiment cette caractéristique-là qui nous interpelle beaucoup pour notre usage. On va passer à la prochaine, puis là, c'est l'origine. Alors, ouais, ça, c'est le bout là, que moi, j'ai trouvé vraiment fantastique, dans la mesure où, vous savez, le biochar, c'est pas ça se fait pas naturellement dans la nature, c'est vraiment l'ingéniosité humaine qui date de 6000 ans. Donc, on a retracé en fait l'origine du biochar en Amazonie principalement. C'était les Autochtones qui avaient compris que pour rendre leur sol fertile, ben, ils pouvaient transformer leurs déchets organiques pour amener un niveau de fertilité important. Donc, on appelait ça la terra preta. De façon peut-être un peu plus contemporaine, c'est un chercheur néerlandais qui a publié en 66 un livre sur, ça s'appelait Amazon Soil, qui, en parcourant l'Amazonie, s'est rendu compte qu'il y avait certains endroits sur leur territoire que les sols étaient très fertiles, donc des sols noirs, parce que, bon, pour les gens qui le sauraient probablement pas, mais l'Amazonie, c'est des sols qui sont plutôt pauvres, des sols plutôt jaunâtres, âcres. Il y a très peu de matière organique, en fait, qui s'accumule, étant donné qu'on est en zone tropicale. La matière organique, elle est constamment transformée, digérée, si vous préférez, parce que les conditions sont propices à cette
dégradation-là rapide. Contrairement à nos sols à nous, en milieu tempéré, climat froid et humide, où il y a une accumulation de matière organique qui se fait dans nos sols. Donc, on a des types de sols complètement différents à cause justement de ce facteur climatique. Alors, lui, en parcourant, puis on ne sera pas étonné de savoir que ça suit les grands cours d'eau, puis on regarde, on le voit dans la petite vignette, là, notre fameux chercheur a même, par curiosité, creusé des fois jusqu'à 2 mètres de profondeur pour observer en fait la stratification de ces sols-là, pour se rendre compte que finalement, ce n'était pas un sol naturel, ce sol fertile-là qu'on appelle le terra preta, mais c'était bel et bien un sol créé par l'homme. Alors, eux, ben, pour se transformer ou se débarrasser de leurs déchets organiques, ben, ce qu'ils faisaient tout simplement, c'était de les brûler. Mais par contre, avec une étape supplémentaire, c'était de enfouir ou mettre de la terre par-dessus, en fait, la matière organique qui était en train de brûler. Donc, on est vraiment dans la base, en fait, du processus de pyrolysation qu'on va vous parler dans la prochaine diapo. Alors, donc, c'était... oh, ça va être la suivante. Donc, il avait compris, en fait, qu'en enfouissant ces matières organiques-là qui étaient en train de brûler, mais sans apport d'oxygène, ben, ça créait, en fait, une particule qu'on appelle le biochar. On va passer à la suivante. Alors, je vous explique, en fait, la technologie de la pyrolysation. La technologie de la pyrolysation, en fait, c'est tout simplement un processus avec lequel on va chauffer de la matière organique, donc de la biomasse principalement, à des températures entre 500 et 700 degrés Celsius, mais toujours avec un élément très, très important, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène, ou presque. On dit ou presque dans le cas de nos autochtones, mais les technologies aujourd'hui sont suffisamment bien développées et maîtrisées pour parvenir en fait à presque sans oxygène. Alors, on résume, cuisson lente, 30 minutes à 4 heures de biomasse végétale, des hautes températures, puis en l'absence d'oxygène. Alors, ce qui nous amène, puis vous vous souvenez au départ, je vous ai dit, retenez en fait la composition du sol, il y a des parties solides, liquides et gazeux. Ben, c'est ça, pour moi, c'est une autre analogie très intéressante dans le processus de la pyrolysation parce que c'est exactement ce que le processus fait. Alors, on peut regarder à gauche, on va suivre en fait ce processus-là. Alors, l'intrant, puis désolé pour les francophones, j'ai pas eu le temps de faire une traduction, mais bref, le input, donc l'intrant qui est la biomasse organique, doit préalablement être déshydraté ou en tout cas du moins amené à un taux d'humidité qui dépasse pas le 4 à 5 degrés de taux d'humidité. On doit par la suite fragmenter en fait ces particules-là, en général moins de 1 pouce de diamètre, mais encore là, puis ça nous amène en fait au processeur. Ce que là, on le voit, c'est vraiment d'un point de vue très schématique, le processeur lui-même. Donc, ça dépend effectivement de la technologie qu'on utilise parce que il y a énormément de technologies actuellement qui ont été expérimentées, de la simple utilisation des autochtones à ouais, un gros contenant en métal dans lequel on a inséré un contenant un dans l'autre pour créer cet effet d'absence d'oxygène, aller jusqu'à des équipements ultra sophistiqués où on parvient, puis là, c'est là qu'on arrive à l'extrême, donc au output, à segmenter ces 3 phases-là, donc en matière solide, donc qui se trouve être le biochar, en matière liquide, qu'on appelle les alcools de bois ou les liquides pyrolytiques, ils appellent les bio-huiles en anglais, et le gaz, sous forme de gaz aussi, qui finalement on peut s'en servir comme énergie.
Alors, dans le schéma, on ajoute aussi de la chaleur et de l'électricité. Souvent, ces deux, la chaleur et l'électricité bien peut être obtenue justement par les biogaz selon les technologies. Donc, on a actuellement conçu, puis bref, sur le marché, des processeurs de pyrolyse qui ont atteint un haut niveau de technologie qui permet même de fabriquer le biochar d'un point de vue net zéro, donc énergie zéro. Alors, si on voit dans le texte que ça nécessite des températures de 500 à 750 degrés, ce qui, normalement, à la base, nécessiterait une énergie externe pour maintenir ces températures-là, pour fabriquer le biochar. Mais on a des technologies aujourd'hui qui sont capables de récupérer, en fait, ces biogaz-là pour réutiliser cette énergie-là pour maintenir ces températures-là dans la fabrication du biochar. Ce qui en fait une technologie d'avant-garde qui permet en fait le recyclage de la biomasse, mais avec un net zéro. Donc, l'utilisation de l'énergie extérieure peut-être, en fait, pour partir le processus, mais une fois qu'on a généré les biogaz, bien, euh, c'est euh, c'est vraiment une technologie fantastique. On dit que la composition du biochar varie en fonction des matières premières et de son mode de production, mais il est principalement composé de carbone. Euh, une personne qui m'a beaucoup aidé à comprendre justement la pyrrolysation, Suzanne de GK Environnement, elle me faisait remarquer qu'il y a autant de types de biochar qu'il y a de technologies, mais de matières premières. Donc, on peut faire une analogie avec le vin, qui, somme toute, hein, on s'entend, tout est la même base, c'est le raisin. Ben, dans le cas du biochar, selon la biomasse et les technologies utilisées, on a autant de variantes qui ont des caractéristiques en fait différentes pour des usages différents. Si vous êtes intéressé à savoir ou en connaître davantage, une des références que j'affectionne beaucoup pour aller plus loin, en fait, dans la compréhension et l'usage à la fois de la pyrrholisation du biochar. C'est International Biochar Initiative. Donc, c'est facile. Vous cliquez dans les moteurs de recherche, puis vous allez tomber sur ce site-là, qui est très riche en informations et qui permet pour certains sceptiques de constater qu'il y a une très grande communauté à l'échelle internationale qui s'intéresse au biochar et à la mise en place de ce procédé-là. Donc, on passe à la suivante. Comment, nous, à l'Écoumène, on en est arrivé, en fait, à mettre en place l'utilisation du biochar de façon systémique dans nos productions. Bien, tout a commencé avec la connaissance de Sébastien, qui est co-directeur chez Biopterre en biomasse et technologie environnementale. Et c'est Sébastien qui m'a vraiment convaincu d'approfondir l'utilisation du biochar. Puis je l'en remercie grandement parce que pour moi, c'est à ce moment-là que ça a fait dans ma tête, wow, biochar, c'est le chaînon manquant des systèmes vivants parce que ma quête d'horticulteur bio, hein, j'ai peut-être pas dit dès le départ, mais c'est la formation que j'ai eue lorsque j'ai sorti du secondaire. Je suis allé étudier en horticulture bio. Pour moi, c'était ça qui était mon cheminement de vie. Et puis, depuis maintenant 38 ans que je fais de l'horticulture, 24 années de production au Jardin de l'Écoumène. Ça va faire bientôt 5 ans que j'utilise le biochar. Puis, pour moi, c'est ça le chaînon manquant parce que, vous savez, du compost, puis tout, ce qu'on utilise pour maintenir la fertilité des sols. Ça a toujours été un très grand défi, mais avec le projet de recherche qu'on a mis en place avec Biopterre, qui était centré sur la caractérisation de la microbiologie avec des intrants de biochar et
autres produits. Donc, c'est ce qui nous a amené à mieux comprendre son utilité, les effets aussi que le biochar peut avoir. Alors, on peut passer à la section suivante. Alors, ce qu'on a retenu en fait de ce projet, principalement, c'est que le biochar, on le considère comme un régénérateur en fait, il va faire la régénération des sols puis le maintien de la fertilité. Donc, c'est vraiment ça globalement. Là, ce que les gens me disent, ben, ça sert à quoi le biochar? Ben, c'est le maintien et la régénération de la fertilité des sols. On a parlé tantôt, une structure ultra poreuse. Un truc qu'on m'a dit que j'ai des fois un peu de la difficulté à m'imaginer, mais je pense qu'avec les photos qu'on vous a présentées, mais ils disent qu'un gramme de biochar peut représenter une superficie disponible de 1000 à 2500 mètres carrés, ce qui présente un peu comme l'équivalent d'une patinoire, une grande patinoire. Bref, c'est difficile des fois à se l'imaginer, mais c'est ce qu'on prétend, les chercheurs, prétendent les chercheurs, puis pendant des siècles. Cette notion de siècle-là, des fois, j'ose pas dire 5, 6, 7 siècles, mais les expériences qui ont, ben, en fait, l'utilisation plutôt qui ont été faites en Amazonie démontrent que ces sols-là sont encore fertiles après des millénaires dans certains cas. Donc, pour garder un peu de crédibilité, on parle d'un siècle, mais bon, c'est probablement là pour encore beaucoup plus longtemps. Sinon, on a rattaché ça à la santé globale des sols. Alors, vous allez voir plus loin jusqu'où ça nous a amené, mais cette notion de santé globale des sols-là, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans le monde de l'agronomie. On en parle, en fait, tout ce qui est relié de près ou de loin, justement, au sol, à la santé, à l'alimentation, tout ça. Donc, c'est pour moi le biochar, c'est l'ingrédient qui est à la base justement d'une démarche pour la santé globale des sols. Concrètement, on dit que ça contribue à la formation du complexe argilo-humique. Pour les gens qui sont moins familiers avec le concept, ben, on parle à ce moment-là d'agrégation, on parle de créer des petites boulettes, créer des sols en fait qui ont une structure plus grumeleuse. Alors, le complexe argilo-humique, tel qu'on l'a appris en agronomie, on ne parlait pas de biochar, mais le biochar entre aussi dans l'agrégation en fait des particules, donc est assez similaire au complexe argilo-humique. C'est une charge positive comme les feuillets d'argile, donc c'est ça qui permet de le faire. Puis je vous dirais que le biochar a un avantage en fait sur l'argile, c'est justement ce qui est ultra poreux, donc permet en fait la présence de micro-organismes tels que des bactéries qui, à partir soit de leur sudation. Ben, plus on parle de bactéries, mais on va le voir plus tard. Là, il y a toute une chaîne trophique associée à ça, mais tous les exsudats qui peuvent être générés par le monde microbien créent en fait des substances qui permet justement cette agrégation-là. Bref, complexe argilo-humique, on y reviendra. Amélioration du pH avec un coût plus faible, ben, c'est d'un point de vue physique, c'est un produit qui est légèrement alcalin, donc ça permet justement, en tout cas du moins nous ici au Québec, dans nos sols qui ont une tendance à s'acidifier, à maintenir en fait un pH un peu dans les 6,5. Le produit est légèrement plus alcalin, mais encore une fois, ça dépend toujours des matériaux de base qui ont été utilisés. L'autre chose intéressante, on va y revenir aussi parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous doivent se demander de quoi je parle, mais stimule l'édafon du sol, puis ça contribue en fait à la chaîne alimentaire du sol. Alors, la fameuse chaîne trophique, mais l'édafon, je me garde la prochaine diapo pour vous expliquer davantage de quoi on parle. L'augmentation de la rétention des éléments minéraux, bien sûr, et de la disponibilité des nutriments dans le sol. Ça, c'est un autre élément vraiment intéressant. Et finalement, l'amélioration de la
améliore la porosité et participe à l'épuration des sols et de l'eau pendant plusieurs siècles. Donc, il y a des recherches qui ont été faites, puis j'ai lu, j'ai vu sur International Biochar Network qu'effectivement, le biochar a des usages intéressants justement pour l'épuration, même la restauration en fait des sites contaminés. Puis peut-être juste pour préciser, sans rentrer dans tous les détails, mais ce ne sont pas nécessairement la particule de biochar qui est le principal agent qui permet justement de décontaminés, mais ce sont les bactéries et les micro-organismes qui font le travail et il ne faut jamais perdre de vue que le biochar, en fait, c'est un refuge pour ces micro-organismes-là. Donc, tous les chercheurs qui sont aujourd'hui présents puis qui ont en tête que la microbiologie, c'est la clé, en fait, pour résoudre différents problèmes associés à nos activités. Humaine, ben, dites-vous que le biochar, vous voyez le biochar comme une particule qui permet d'être un lieu d'habitat, un refuge pour justement cette microbiologie-là. On passe à la suivante. Alors, concrètement, le projet de recherche avec Bioterre nous a amené aussi à se questionner sur comment on peut l'utiliser, comment on l'intègre. Alors, finalement, on a constaté qu'il y avait beaucoup de façons, en fait, d'intégrer le biochar dans nos pratiques. Donc, nous, c'est sûr qu'au Jardin des Coumènes, principalement, on fait du jardinage, du potager, du maraîchage. Donc, on a regardé plus directement comment on peut l'intégrer. Alors, il y a trois modes d'application, deux et demi, on peut dire ça ici, mais l'application directe pour les jardins, les plates-bandes, puis les grandes terres agricoles. L'application en mélange vivant, donc ça, c'est d'intégrer en fait du biochar, soit dans du compost ou de le combiner avec d'autres matériaux. Et puis, pour transplantation semis et l'utilisation de l'application en pot, ce qui est vraiment très intéressant. Bon, lequel qui est le mieux? Moi, je pense que c'est une combinaison en fait de tout ça en fonction en fait de nos besoins. Dans le cadre du projet avec Bioterre, on a travaillé en fait une nouvelle parcelle de 1 hectare. Puis juste peut-être de vous dire, si jamais vous êtes intéressé à voir un peu plus de quoi je parle, il y a une émission à la Semaine verte qui traite du biochar dont on a participé. Et puis, on voit effectivement l'application qu'on a faite sur cet hectare-là. C'était un sol qui venait d'être ultra perturbé. On a dû procéder à des travaux, en fait, de nivellement avec un bulldozer. Alors, compaction, on a mis de côté le topsoil. Donc, c'était vraiment un beau projet pour justement voir à quel point le biochar pouvait régénérer le sol puis permettre de pouvoir faire du maraîchage. Alors, on a fait une application directe. On est allé avec un taux d'application de 2 tonnes à l'hectare. Alors, ça a été ça qui était la première façon de l'intégrer. Après ça, bien, quand on a des tas de compost au jardin, quand on a de la litière, en fait, d'animaux, nous, on a un petit poulailler, donc on met une litière de rides de bois, ben, on a pris l'habitude, en fait, d'intégrer du biochar dans cette litière-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le milieu avicole, mais tous les poulaillers du Québec auraient avantage à intégrer, en fait, du biochar dans leur litière. Puis souvenez-vous que on ne perd pas, en fait, ce biochar-là. On fait juste le déplacer, en fait, d'un système à un autre parce qu'il est bon dans 100 ans. Alors, dans le mélange vivant, donc, ça permet, en fait, de l'introduire et d'un point de vue économique, de pouvoir y aller plus graduellement au lieu de mettre de doses massives comme en application directe.
juste du massif, mais bon, on verra les dosages tantôt. Sinon, l'application en pot, ça, c'est une des techniques que j'adore parce que quand on fait le jardinage, on introduit, ben, en fait, ça veut dire qu'on part des transplants. Hein. Il y a plusieurs plantes comme poivrons, cucurbitacées, les oignons, les herbes, en fait, tous les transplants qu'on amène au jardin, on les part dans des terreaux. Donc, d'intégrer, en fait, dans chacun de ces terreaux-là, une dose de biochar, ben, nous permet graduellement de l'intégrer au fur et à mesure d'année en année, en fait, dans nos sols. Puis l'application en pot, bien sûr, ça, je dirais, c'est précisément dans des contenants qu'on appelle des smart pots, dans lesquels nous, on cultive des tomates, que ça m'a vraiment, dans ma tête, ça fait voir le chaînon manquant. Je vous raconte la petite anecdote rapidement parce que nos tomates, étant donné, bon, on les cultive en contenant, on manque un peu de suivi dans la régulation de l'arrosage et on a souvent des problèmes physiologiques d'enroulement de la feuille, donc un manque de régularité. Avec le biochar intégré dans le terreau, on a diminué, puis même dans certains cas, on voit même plus ce problème physiologique-là parce que l'intrant de biochar permet justement cette régulation-là pour au niveau hydrique. Alors, les ratios à atteindre, on parle de 1 kg par mètre carré ou si vous préférez 1 tonne à l'hectare. Et puis, ça peut se faire graduellement sur une période de 1 à 5 ans. Alors, on va passer à la diapo suivante. Je pense que le temps avance. Non, c'est pas celle-là, c'est la suivante. Alors, la santé des sols, ben, en fait, l'Édafond puis la trame brune, un duo pour la santé des sols. Alors, on vient à la base, encore une fois, avec c'est quoi la santé globale des sols? C'est la santé physique, c'est la santé chimique et c'est la santé biologique des sols. Donc, il faut combiner, en fait, ces trois éléments-là et puis qui assument les différents rôles de la santé physique, chimique et biologique. Bien, les vers de terre, au niveau physique, on le sait, ils vont creuser des galeries, ils vont permettre l'oxygénation, le développement de nos racines. Au niveau chimique, puis c'est là que ça devient intéressant parce que pour nous, la santé chimique est directement reliée aux bactéries. Alors, parce que c'est eux qui vont décomposer, qui vont libérer en fait les nutriments des plantes. Et la santé biologique, on l'associe en fait à la présence des champignons, cette relation en fait symbiotique entre les racines des plantes et l'absorption de l'eau et des nutriments. Les mycorhizes, on en parle depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, on voit dans le schéma, santé physique, c'est la structure, la santé biologique, c'est le cyclage des nutriments, puis la santé chimique, c'est la disponibilité des nutriments. Alors, les biostimulants, les amendements, puis les fertilisants sont vraiment au cœur de cette démarche-là de la santé des sols. Puis, c'est quoi les DAFON? On passe à la séquence suivante. La santé, c'est-à-dire les DAFON, ça doit être l'ensemble des organismes vivants du sol. Donc, pour ceux et celles qui sont comme moi curieux, ben, vous irez sur le moteur de recherche, vous taperez EDAFON et vous aurez la chance comme moi de mieux définir en fait qui cohabitent dans nos sols. Donc, c'est l'ensemble de ces organismes vivants-là. On parle de vers de terre, de champignons, d'arthropodes, de protozoaires, de nématodes, de bactéries qui ont en fait qui agissent ou qui ont comme fonction d'être des catalyseurs puis des régulateurs, en fait, de l'ensemble des processus biochimiques des sols. Ce que j'aime bien ajouter par rapport justement au rôle et fonctions de l'EDAFON, bien, tu sais, tantôt on a dit que dans une cuillère à thé, on trouve jusqu'à 1 milliard de bactéries. On dit également qu'il peut y avoir entre 30 et 40 000 espèces différentes. Donc, ce qui nous amène en fait à dire en toute simplicité, que les rôles qu'ils ont à jouer, c'est des rôles d'ingénieurs, c'est des rôles d'architectes, ce sont même des médecins, en fait, de ces écosystèmes de sol-là. Alors, la chaîne trophique, c'est vraiment la base. Puis tout ça, ça se déroule au niveau de la rhizosphère.
On passe à la séquence suivante. La séquence suivante. Merci beaucoup. Donc, l'EDAFON, pour ceux qui sont moins familiers avec une coupe transversale de sol, ça se passe dans les 60 à 70 cm de sol principalement, mais l'EDAFON se positionne vraiment 80% au niveau des 30 premiers centimètres ou approximativement, ça dépend toujours de la nature de nos sols. Donc, la rhizosphère, c'est vraiment la région du sol où, où, où qui est formée puis qui est influencée directement par les micro-organismes. Puis on dit que ça représente en fait le microbiote de notre plante, cette rhizosphère-là. On passe à la suivante. Et pour ceux qui aimeraient aller un peu plus dans les détails, alors ici, on présente la distribution de la vie dans la rhizosphère, une zone en fait de plus ou moins 2 mm où on retrouve en fait nos fameuses bactéries, nos champignons. Et si j'avais plus de temps, je vous expliquerais le fonctionnement en fait de symbiose qui existe entre la plante, donc les racines, les mycorhizes qu'on connaît maintenant, mais qu'il faut ajouter en fait les bactéries qui vivent également en lien. Alors, avec les mycorhizes, parce qu'on peut concevoir les bactéries comme des petits ouvriers. On a parlé d'ingénieurs, d'architectes, de petits ouvriers qui vont, eux autres, minéraliser les matières organiques, les matières minérales, et tout ça, ça va être acheminé à la plante via les mycorhizes. Donc, lorsqu'on réussit à mettre en place ce processus-là dans nos pratiques, bien, on obtient en fait des plantes plus en santé et un fonctionnement plus naturel aussi. Ça. On dit que c'est une symbiose pour transformer radicalement la vitalité des sols. Donc, on passe à la suivante. Je suis désolé si je vais un peu rapidement, mais je vois que le temps achève. Alors, la trame brune, et là, on est à notre haut niveau, en fait, d'approche systémique. On a parlé de science, on a parlé de biophilie. Le design, en fait, est dans ce concept-là lié à la trame brune. C'est quoi la trame brune? Ben, la trame brune, c'est un concept d'écologie qui s'inspire, en fait, de la trame verte et de la trame bleue. La trame bleue, vous le savez, ce sont des aménagements qui ont comme principale fonction de régulariser en fait les eaux de ruissellement et permettre en fait à la décontamination pour éviter de contaminer ou l'eutrophisation en fait des cours d'eau. Donc on s'est inspiré de ça, mais la trame brune, pardon, elle, ce qu'elle a de différent, c'est qu'on s'attarde en fait à la continuité du réseau, en fait, de culture de nos plantes. Et on base ça sur l'intégrité physique, chimique et biologique des sols, donc avec différents fonctions comme la biodiversité, le cycle de l'eau, le cycle des nutriments, l'absorption du stockage du CO2 et la lutte contre les polluants. Alors, l'importance de la trame bloom, elle va bien au-delà du support pour les végétaux parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent qu'un sol, c'est un simple support pour une plante, mais la trame brune, dans sa continuité, ça c'est un des éléments particuliers, doit être mise en place, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien qui est tissé entre les végétaux qui vont habiter dans cette trame-là. On peut aller rapidement dans les deux prochaines. Donc, l'intégrité chimique, on en a parlé, on parle de fertilisants. Alors, avec la composition des éléments nutritifs comme l'azote, le phosphore, la potasse. Puis, c'est principalement pour nourrir nos plantes. Si on réussit à mettre en place un système qui fonctionne naturellement, comme nos milieux forestiers, on n'a pas vraiment besoin d'ajouter d'intrants. Par contre, si on a besoin d'augmenter cet effet de nutrition, parce qu'on pense que les plantes ont des carences, nous, on utilise des farines végétales et animales. Alors, on peut passer à la suivante. L'intégrité, la suivante, biologique, qui, là, on parle de biostimulants qui ont comme objectif, en fait, de stimuler les processus biologiques pour l'amélioration de la croissance, la santé et la résistance au stress.
Donc, les biostimulants, c'est quelque chose de nouveau qu'on intègre dans nos pratiques maintenant, mais eux autres peuvent être présentés, en fait, ou leur composition sous forme d'algues, de bactéries. Puis nous, ce qu'on utilise à l'Ecoumène, c'est du frasse d'insectes. Vous en parlerez une autre fois. Et puis, on peut passer à la séquence suivante. L'amendement, ben, c'est lui qui a comme objectif de l'amélioration de la structure du sol, son pH, ses propriétés en général. Puis, il peut être soit d'origine organique ou minérale. Alors, c'est notre fameux biochar, nous, qui est vraiment à la base, en fait, des produits qu'on utilise comme amendement. Je vais quand même prendre le temps de vous dire, biochar, souvent, va le voir comme origine organique ou minérale. C'est que, effectivement, après le processus de pyrrolysation, on peut le considérer comme un minéral, mais il est d'origine organique à la base parce que ça provient de la biomasse forestière. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, concrètement, le design de la trempe brune ben, a comme objectif de préserver les fonctions essentielles du sol. C'est crucial de maintenir leur intégrité physique, chimique et biologique, on en a parlé. On a un schéma très simple pour vous permettre de comprendre un exemple concret en milieu urbain où on va isoler les arbres dans les infrastructures parce que ce qu'on propose en fait dans la trempe brune, c'est la limitation artificielle des sols. Donc, trop de béton, trop de surface bâtie, ben, permet d'avoir une moins bonne régulation, en fait, de l'eau et d'autres, on l'a vu tantôt, des nutriments des plantes. Donc, si on maintient, en fait, isolément des cultures en se disant, bon, ils vont assumer un certain rôle d'épuration, ben, on est moins efficace que si on intègre, en fait, des zones interconnectés pour permettre justement à l'ensemble des processus de bien fonctionner. Alors, restauration des sols, gestion écologique des espaces verts, connectivité des sols, c'est probablement le mot à retenir concernant la trame brune. On pourra s'en reparler peut-être un jour dans un autre webinaire, mais je pense que d'un point de vue design et d'aménagement urbain, et pour faire un lien avec la phyto-décontamination ou protection, bien, je pense que c'est des notions qui sont importantes à penser et à intégrer, en fait, dans nos stratégies d'aménagement pour recoloniser des lieux, pour réduire les effets des changements climatiques aussi, etc. Alors, dernière diapo, je crois. Bien sûr. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je vois que vous avez été nombreux, en fait, à m'écouter. Alors, c'est bien apprécié. Si vous voulez en savoir davantage, ben, écoutez, vous pouvez aller sur ecumen.com. Et puis, je profite juste de l'occasion aussi pour vous dire, peut-être pour ceux qui nous connaissent déjà comme semenciers, la semaine prochaine, on va avoir l'heureux plaisir, le grand plaisir, en fait, de vous proposer sur la boutique en ligne notre nouveau terreau vivant pour la germination. Alors, avec tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, j'ose espérer que vous allez être convaincus, comme moi, de la nécessité d'avoir un sol vivant pour la culture de vos plantes. Alors, merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Donc, merci beaucoup, Jean-François Lévesque. C'était très instructif. Donc, nous pouvons passer à la période de questions. Nous avons quelques minutes. Si, est-ce que avez-vous accès aux questions dans le chat? J'ai quelques... Donc, par exemple, il y a plusieurs questions, mais la première question était de Paul Galland. La pyrolyse occasionne la production de méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre, et qui sera libéré dans l'atmosphère s'il n'est pas récupéré, n'est-ce pas?
Ben, écoutez, moi, je reste convaincu que c'est lié à la technologie qui est utilisée pour la pyrolysation. Donc, des technologies qui sont suffisamment avancées permettraient de récupérer l'ensemble, en fait, de ces gaz-là. Donc, mais il faudrait parler à des spécialistes en pyrolysation et en technologie pour valider cette information-là. Sinon, la suivante, les ports, c'est écrit de biochar provenant de la structure des végétaux où sont créés par le processus de pyrolysation. Je ne comprends pas très bien. Les parts de biochar proviennent de la structure des végétaux. Oui, oui, les micropores qu'on a vus au microscope proviennent de la structure elle-même. Donc, dans la biomasse forestière, on a la lignine puis la cellulose. En fait, la cellulose, c'est elle qui va se transformer en liquide pyrolytique. Puis, ce qu'on va conserver, c'est la lignine qui, effectivement, donc toute la porosité du biochar provient de cette structure-là. Il y avait une autre question concernant les méthodes simples pour le fabriquer, le biochar, telles que les méthodes, bon, j'ai un lien Internet, mais oui, effectivement, on peut retrouver toutes sortes de méthodes de faire du biochar. Il y en a même qui le font dans des grands genre de grandes cuvettes. Il y a plein de façons, effectivement. Euh, Quelqu'un, il demande, je fais de la culture en bac, je remplace environ un quart de sol par de la phytomine. Serait-il possible de séparer les métaux lourds hyper accumulés du carbone lors de la pyrolyse? C'est ce qu'on m'a expliqué effectivement dans le processus de pyrolysation. Tous les métaux ou en fait les particules contaminées vont se retrouver dans les liquides pyrolytiques, donc dans l'alcool de bois. Donc le biochar lui-même ne contient pas de métaux lourds, on les a séparés. Bon, il y a quelqu'un qui aimerait ça prendre contact avec moi après la conférence. Ben, bien sûr, vous m'enverrez un petit courriel. Et puis, qu'est-ce qu'on a compte tenu de la longue durée du biochar? Est-ce qu'il vaut la peine d'avoir des effets négatifs? Ce serait mieux d'analyser les sols avant son usage. Oui, ça, bien sûr, je veux dire, avant la première étape, puis pas juste pour le biochar, avant de faire une intervention auprès d'un sol, c'est toujours bien en fait de connaître sa composition à la fois chimique, biologique et physique. Donc, une analyse de sol pour être en mesure de bien mettre en place les actions pour la régénération ou le maintien de la fertilité des sols. Donc, une analyse de sol, bien sûr. Par la suite, le principal indicateur, ben, c'est on observe nos cultures. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. J'observe, puis si je constate que des plantes souffrent soit de détresse ou ben, ça peut être lié soit à l'environnement ou à la génétique, bien sûr, mais c'est le meilleur indicateur, c'est d'observer nos plantes. Mais on peut procéder aux 2, 3 ans si on le souhaite à des analyses plus approfondies. Quels sont les types de biomasse possibles? Ben, écoutez, il y en a vraiment une très, très grande quantité. On parle de saules, on parle de matière de feuillus, de conifères, en fait, des déchets de culture. Il y a toutes sortes, en fait, tout ce qui est matière organique, en fait, peut être pyrolysé. Il faut juste assurer, en fait, que les taux d'humidité soient plutôt faibles. Mais c'est tout. On m'a même dit, selon les technologies, qu'on pourrait pyrolyser des pneus. En réalité, tout ce qui contient du carbone peut être pyrolysé. Alors, mais c'est ça. Allez sur International Biochar Network pour en connaître davantage. Auriez-vous une solution à l'absence de ressources en laboratoire pour quantifier et qualifier la part de biochar dans les terreaux? Bien, ça, j'ai vraiment hâte que quelqu'un s'attarde à ça pour être capable de l'identifier. Pour le moment, je n'ai pas aucune ressource ou information précise pour être capable de déterminer la portion de biochar. Bon, il pourrait y avoir sûrement des tests de carbone, étant donné que ça contient beaucoup de carbone, mais honnêtement, ce n'est pas ma spécialité. Il faudrait se retourner vers les laboratoires eux-mêmes, mais moi, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Est-ce que l'Ecoman produit lui-même le biochar? Malheureusement, non, pas encore. C'est quelque chose qui nous intéresse énormément. On aimerait vraiment ça en être nous-mêmes en produire.
Hydrocarbures aromatiques, les HAP, oui. Ça, on m'a égale toxicité, bien sûr. Tout ça, ça se ramasse encore une fois dans les liquides pyrolytiques et non dans la matière solide, donc dans le processus de pyrolysation. Dans certains cas, ça peut se retrouver aussi dans le gaz, là, selon les types de contaminants, parce que j'associe ça beaucoup au liquide pyrolytique, mais si la technologie ne permet pas de capter les gaz, on peut effectivement en retrouver aussi dans ça. Tout l'enjeu est là, la technologie qu'on utilise pour justement être capable de capter les contaminants. Pourquoi le sachet? Oh, de savoir vite, les tabarouettes. Il y en a des questions. Le biochar est-il facile à se procurer? Ben, j'ai envie de vous dire, bien sûr, pour un usage domestique, vous avez juste à aller sur les Lécoumen et on a des formats, des petits contenants, des plus gros. On l'a même en format Big Bag, donc des 350 kilos et davantage, qui est, selon moi, le format le plus économique à se procurer. Puis en termes de volume, aucun souci. On a suffisamment de biochar pour répondre à même des usages agricoles de grande surface. Et ça va vite. Doit-on réfragmenter le biochar pour notre mélange de semis? Bon, pas nécessairement parce que nous, à l'Époumen, on a deux granulométries. On a la granulométrie régulière, puis on a la granulométrie fine. La granulométrie fine, c'est 2 mm et moins à peu près, qui est vraiment homogène, qui permet justement de l'intégrer dans nos terreaux pour nos semis. La granulométrie régulière, on parle entre 2 et 4 mm, qui convient davantage pour une application, en fait, au champ. Savez-vous si le biochar a un impact bénéfique sur la salinité des sols? Est-ce qu'elle peut absorber les sels et chlorures? Là, on est dans des éléments un petit peu plus techniques, mais intuitivement, vous le savez, j'ai cette vision systémique-là. J'ai envie de vous dire que c'est le rôle des micro-organismes qui peuvent contribuer justement comme régulateurs pour des problèmes liés à la salinité ou au chlorure. Donc, je pense que vous faites probablement référence soit à des endroits où on a accumulé du sel le long des autoroutes, le long des routes, tout ça. Donc, il faudrait voir dans quelle mesure, quel type de micro-organisme plutôt aurait cette fonction-là. Hein. Je vous parlais d'ingénieurs, de médecins, d'architectes. Il doit y avoir sûrement une bactérie ou un groupe de bactéries qui ont ça. Donc, le biochar, lui, contribue vraiment à créer, en fait, un refuge pour cette microbiologie-là. Donc, pour l'instant, ça serait ça la réponse. Si un sol existant est plus basique que neutre, est-ce que l'ajout d'un biochar serait moins souhaitable? Écoutez, encore une fois, recherche et développement, ça serait bien d'approfondir la question. La chose que je peux vous dire encore une fois, tout est lié en fait à la microbiologie, à l'EDAFON. Donc, c'est sûr que selon les types de cultures qu'on veut faire, lorsqu'on cultive arbres et arbustes, on préfère être dans des milieux légèrement plus acides, donc légèrement, parce que on veut une présence plus forte de dominance fongique, donc de champignons, tandis que la présence en fait d'un sol plus basique, c'est-à-dire convient davantage aux bactéries, donc à des cultures plus comme des plantes potagères, tout ça. Fait que oui, il y a des questions à approfondir au niveau de ces détails-là, mais tout revient un peu quelle culture vous faites, quel type de plantes, quels sont leurs besoins, préférons-nous une dominance fongique bactérienne en fonction justement de ces types de cultures-là et quelle est la nature du substrat. C'est des questions pertinentes, intéressantes que je vous encourage aussi, comme moi, à explorer. Est-ce que le chat peut aider? Je l'ai perdu. Est-ce que la dose de 1 à 10 tonnes dépend du type de sol? Oui, la question concernant le dosage, bien sûr, c'est
très important d'étudier, d'analyser en fait le type de sol qu'on a et d'adapter en fait le dosage au type de sol. Et je dirais également qu'il y a un aspect économique au dosage parce que pour le moment, on a d'un point de vue économique peu d'exemples concrets où on a réduit en fait l'usage de d'autres intrants par l'intégration du biochar lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on propose d'y aller graduellement puis d'observer les cultures, mais on n'a pas vu d'effet. En fait, dans la littérature, quand on dit jusqu'à 10 tonnes à l'hectare, c'est qu'on n'a pas vu d'effet antagoniste pour le moment pour des types de cultures en général. J'ai même vu qu'il y a des gens qui disaient qu'on pourrait se rendre jusqu'à 20 tonnes à l'hectare, mais je préfère m'en tenir à 1 à 10 tonnes à l'hectare. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps, puis, parce que là, je vois qu'il y a encore plein d'autres questions, mais Merci beaucoup pour toutes ces questions. oui, Et le débat est très intéressant, mais peut-être on peut choisir quelques questions et pas nécessairement répondre toutes les questions. oui, ben écoutez, je ne sais pas si j'ai tout posé, mais il y en a qui se rajoutent au fur et à mesure. Une fois utilisé, le biochar, on peut plus l'enlever dans le sol. Et ça, en force d'en ajouter, on ne peut pas trop biochar dans le sol. Ben, en tout cas, ce que je comprends dans la question, c'est que non, je ne penserais pas qu'on mette trop de biochar dans un sol. Puis, encore une fois, je lis beaucoup aux facteurs plus économiques, mais il faut vraiment trouver l'optimal. Puis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de contre-indication si on respecte les recommandations qu'on fait. Euh, Question très intéressante. Savez-vous si le biochar a une plus grande capacité d'échange cationique que l'argile? Moi, personnellement, non. J'ai vu qu'on peut, on a le biochar contribue aussi à la capacité d'échange cationique, bien sûr, mais plus, moins, ça, je ne pourrais pas répondre concrètement à cette question-là. Voyez-vous, il y a quand même encore beaucoup de questions sans réponse, mais il faut falloir effectivement qu'on pousse davantage, en fait, les recherches et développements. Sinon, j'ai vu que c'est écrit résolu, puis il en reste quelques-unes. Est-ce que le charbon qui reste dans les foyers? Ah, ça, c'est une question intéressante. Est-ce que le charbon qui reste dans les foyers après la combustion du bois peut être considéré utile comme le biochar? La réponse, c'est non. Dans la mesure où moi-même, quand j'ai commencé à faire du biochar, puis j'observais ça, puis j'ai un poêle à bois, puis je me disais, waouh, ça ressemble à du biochar. La différence, c'est qu'il n'a pas été pyrolysé, c'est-à-dire que la biomasse n'a pas été chauffée sans l'absence d'oxygène. Donc, ça veut dire que là, il peut rester dans ces particules-là des substances toxiques. Tantôt, on a parlé de HAF, là, les les produits, en fait, les contaminants. Donc, les matières qui ressemblent à du biochar dans nos poêles à bois ne devraient pas être utilisées dans les sols pour la culture des plantes parce que eux peuvent contenir des matières toxiques. Alors, ça... Nous avons une question de 16. Oui, Il y a par rapport aux phytotechnologies et le biochar. oui. 16. Y a-t-il eu des applications de biochar dans des ouvrages de phytotechnologie au Québec? Est-ce que cela se fait régulièrement? Est-ce que l'application pour des systèmes de biorémédiation et permet-il un traitement des eaux de ruissellement? Écoutez, en fait, moi, je ne suis pas spécialiste, honnêtement, dans ce domaine-là, mais je reste convaincu de l'utilisation du biochar justement pour ces applications-là. Puis, je vous dirais tout simplement, référez-vous lorsqu'on met en place un écosystème d'aquarium, dans nos filtres, on retrouve du charbon. Le charbon a déjà été... c'est un produit qui est reconnu justement pour participer à l'épuration. Puis encore une fois,
il faut distinguer en fait le rôle du biochar via les micro-organismes. Parce que les micro-organismes ont besoin de conditions pour pouvoir bien se développer. Puis un de ceux-là, ben, moi, c'est ce que j'appelle le refuge. Donc, d'intégrer en fait dans les substrats ou dans les strates, parce que bon, ça dépend, on fait référence à quel type d'ouvrage de phytotechnologie. Mais si, mettons, on prend référence à des infrastructures urbaines ou des parcs, des artères, où on aménage des bandes pour la régulation de l'eau, où on plante des végétaux, ben, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu aucun projet où on intégrait en fait du biochar dans les substrats ou dans les strates. Cependant, je l'ai vu en Europe. En Europe, ils sont plus avancés que nous autres dans ces technologies-là. Puis oui, on voit dans la composition de la strate des terreaux ou de l'aménagement eux-mêmes de ces infrastructures-là, des couches de biochar qui peuvent varier entre 10 et 15 cm. Donc, ça permet en fait de créer cette zone-là où les micro-organismes peuvent se réfugier parce que comme le reste en fait des organismes vivants pour bien vivre ont besoin aussi d'un équilibre entre l'eau et l'air. Puis c'est là que le biochar a un effet positif d'un point de vue physique. Il permet cette régulation-là d'alternance, en fait, dans la porosité des substrats. Quand je vous ai parlé dès le départ de la composition des sols, on a parlé, en fait, de l'agrégation pour les matières solides, mais il faut se rappeler que les matières gazeuses et liquides ont besoin, eux, de porosité pour permettre une régulation ou une alternance, en fait, entre l'eau et l'air. Donc, si on néglige, en fait, de mettre un matériau dans nos substrats qui va vraiment agir comme régulateur, puis je vous l'ai démontré, la particule qui est micro-perforée ben, permet justement cette régulation-là. Donc, moi, j'inviterais tous les designers qui vont concevoir des trames brunes, d'intégrer en fait le biochar dans leur sol. Ils vont juste améliorer en fait l'aspect physique de ces propriétés-là d'alternance entre la partie gazeuse et la partie liquide de la composition des sols et bien entendu le support des micro-organismes qui, eux, ont leur rôle justement pour décontaminer, pour minéraliser, donc amener les nutriments aux plantes. Bref, biochar, j'en suis convaincu, persuadé, c'est le chaînon manquant, je vous le dis, puis j'ai hâte de vous voir intégrer ça dans vos pratiques, puis en séquestrant en fait ce carbone-là, vous allez contribuer aussi à la réduction des gaz à effet de serre, un enjeu important pour les changements climatiques. Alors, c'est ça.